Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. C'est un élément incontournable de la transition et qui fait d'ailleurs l'objet d'une attention mondiale, la biodiversité et surtout sa préservation ou sa restauration. Les scientifiques compétents dans ce domaine documentent et alertent sur la menace d'une 6e extinction de masse d'espèces vivant sur Terre. On donne souvent cette image de l'arbre de la vie dont on serait en train de couper sciemment les branches porteuses. La biodiversité, c'est un enjeu permanent et qui est toujours à la croisée d'autres préoccupations. On l'a vu cet hiver avec la fronde des agriculteurs, les débats autour du devenir du plan éco-phyto. Eh bien, il y a certains des acteurs du monde économique auxquels on ne pense pas forcément lorsqu'on parle biodiversité, et pourtant leur rôle est très important, ce sont les entreprises. Se préoccupent-elles de biodiversité? Sinon, comment les y amener? C'est à elles, aux entreprises, qu'on s'intéresse aujourd'hui dans Cap sur la transition, avec Agnès Allossery, la directrice du programme biodiversité de l'IDRI, qui m'accompagne. C'est parti. Bonjour Agnès Allossery. Bonjour. C'est vrai que quand on parle biodiversité, on pense tout de suite à la faune, à la flore, aux bactéries, aux organismes vivants en général, et pas forcément aux entreprises, alors que, vous nous le rappelez, elles sont des acteurs indispensables de la préservation de la biodiversité. Oui, tout à fait, puisque par rapport à cette faune, cette flore que vous mentionnez, elles ont une responsabilité directe sur leur érosion. Par exemple, on peut penser à toutes les industries, tous les secteurs qui reposent sur du vivant, qu'ils soient domestiques ou sauvages, pour leur modèle d'affaires. On peut citer le cachemire qui va être utilisé dans le textile de luxe, le karité, l'argan dans les cosmétiques, la limule qui est le crabe en fer à cheval qui est utilisé dans l'industrie pharmaceutique, et bien sûr tout ce qui concerne l'agriculture ou la Ouais. foresterie qui dépend de ce qui Mhm. pousse. Mais même les entreprises qui ne sont pas directement en train d'utiliser la biodiversité, elles ont un impact sur la biodiversité avoisinante et sur les écosystèmes qui rendent des services à ces entreprises. On peut penser par exemple à toutes les filières d'extraction de matériaux, les mines notamment, Ouais. qui ont un impact sur les paysages. Ça va changer aussi bien les espaces terrestres que maritimes où elles opèrent. Et il va y avoir des pollutions par exemple. Donc forcément, elles vont impacter la biodiversité. De la même manière, l'industrie lourde, elle va faire des pollutions, etc. Donc, elle s'inscrit quand même dans un contexte environnemental où il y a une biodiversité présente. Mhm. Au-delà de leurs responsabilités, les entreprises, elles ont une capacité à agir sur la biodiversité, justement parce qu'elles ont tous ces liens avec elles, que ce soit dans leur modèle d'affaires, leur chaîne d'approvisionnement ou alors leur site d'implantation, elles vont impacter cette biodiversité. De fait, certaines entreprises font déjà beaucoup de choses en faveur de la préservation de la biodiversité. Est-ce qu'elles le font volontairement ou contraintes? Eh bien, un petit peu des 2. Il y a vraiment une interaction entre ce qui est initié de manière volontaire par les entreprises et ce qui est réglementaire. Aujourd'hui, la réglementation principale sur la gestion des impacts des entreprises sur la biodiversité, elle relève beaucoup du reporting, donc en fait la publication des rapports des entreprises et de leurs activités. C'est ce qui relève du reporting extra-financier, donc on regarde au-delà de la performance économique d'une entreprise, est-ce qu'elle fait des bons chiffres? Depuis à peu près 20 ans, on regarde aussi l'impact des entreprises sociales et environnementales. Il Mhm. y a eu d'abord une forte attention sur le social avec par exemple les enjeux de travail forcé, Oui. puis les questions environnementales sont montées avec les émissions de CO2 et la biodiversité, c'est un sujet qui explose depuis 3 à 5 ans. Mhm. Et donc on s'intéresse à l'impact que les entreprises ont sur la biodiversité. En fait, il y a une directive européenne sur les rapports de développement durable qui s'appelle la CSRD, et c'est toujours cet acronyme anglais qui est utilisé dans les milieux, qui dit qu'il faut que les entreprises puissent améliorer et rendre publiques toutes ces informations. Mhm. Ça, c'est une grosse partie de la réglementation aujourd'hui. Après, on a d'autres compartiments de l'impact des entreprises sur la biodiversité qui font l'objet de réglementation. Par exemple, sur tout ce qui est pollution. Il y a des réglementations sur la pollution de l'eau, de l'air, la pollution plastique, qui vont forcément impacter les entreprises et comment elles travaillent. Mhm. Et peut-être le dernier élément de réglementation, la dernière famille de réglementation à mentionner, c'est celle qui est beaucoup plus rare sur les chaînes de valeur directement, qui disent ce que les entreprises peuvent faire ou pas dans leur chaîne de valeur. Et ça, un exemple assez emblématique, c'est le règlement sur la déforestation importée qui est au niveau européen et qui interdit aux entreprises de recourir à des produits issus de la déforestation. Vous nous parlez de réglementation. Ces derniers temps, la mode est plutôt à la simplification. Réglementation, ça semble être devenu un gros mot. Est-ce qu'on arrive finalement à un stade, Agnès Allossery, où les réticences sont trop importantes pour aller
plus loin dans le cadre réglementaire? Alors, c'est clair que la réglementation, c'est toujours un sujet sensible. Les entreprises mettent rapidement sur la table leurs enjeux en termes de productivité, d'emploi, de Ouais. compétitivité, etc. Et ce ne sont pas des choses sur lesquelles un gouvernement ou un parlement va vouloir grignoter, puisque ce sont des enjeux sociaux très importants pour eux. Donc, on a vraiment besoin de cette dimension volontaire qui permet de cranter les choses et qu'ensuite la réglementation puisse se déployer. Et pour pouvoir faire du volontaire, on a besoin d'entreprises championnes qui montrent que c'est possible, qu'elles se saisissent à bras-le-corps des enjeux biodiversité Mmh. et comment elles opèrent dans leur chaîne de valeur pour pouvoir changer cela. C'est finalement le côté transformateur, du bon exemple de ces entreprises championnes, qu'on a envie de suivre. Oui, c'est ça, parce qu'on se Ouais. rend compte que finalement, elles n'ont pas perdu cette compétitivité qu'on craignait en intégrant la biodiversité. Mmh. Ça peut se jouer sur plusieurs niveaux, dont non seulement l'impact consommateur, en fait, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise est perçue par ses clients en bout de chaîne. Je peux donner l'exemple de l'huile de palme. En fait, aujourd'hui, l'huile de palme fait partie de ce règlement sur la déforestation importée que j'ai mentionné. Donc, à terme, les entreprises, il y a une réglementation qui leur dit qu'elles n'ont plus le droit de l'utiliser. Mais ça a pas toujours été réglementé. C'est ça, et en Ouais. fait, vous avez dû voir apparaître, sur, les différents produits alimentaires en supermarché, le petit, logo, sans huile de palme, parce que les entreprises ont senti qu'il y avait une demande sociétale Mmh. là-dessus, parce qu'il y avait eu beaucoup de communication, de campagnes d'ONG sur la déforestation Mmh. en Indonésie, et les orang-outans. Donc c'est clair qu'il y a cet aspect, sur, l'influence, des consommateurs et finalement un aspect marketing. En revanche, pour moi, le levier le plus transformateur dans tout ça, dans ces initiatives volontaires et qui est amplifié par la réglementation sur les rapports, c'est l'analyse des risques et des dépendances que les entreprises ont à des écosystèmes bien fonctionnels et à la biodiversité. Parce que cette analyse de risque, c'est quelque chose qui se traduit en euros directs et qui va du coup être pris en compte par les dirigeants de l'entreprise, les actionnaires, les investisseurs. Mmh. Ça devient rationnel économiquement de prendre en compte la biodiversité. Et donc typiquement, la protection des forêts, du cycle de l'eau par exemple, parce que beaucoup d'entreprises dépendent des industries, dépendent de bon approvisionnement en eau, il y a toujours de l'eau dans les processus industriels, se rendent compte qu'ils peuvent agir sur l'écosystème local de leur site parce que ça va bénéficier à leur opération dans un contexte de changement climatique et de crise de l'eau. Mais c'est quelque chose qui va être tout à coup mis à un point beaucoup plus important Ouais. dans les décisions de l'entreprise. D'ailleurs même, Davos, hein, le Forum économique mondial, s'est saisi des enjeux de biodiversité. C'est dire qu'effectivement, c'est important aussi, pour les entreprises, globalement. Oui, tout à fait. Ce forum de Davos publie chaque année une évaluation des risques auxquels sont exposées les entreprises, enfin le PIB mondial. Et c'est vrai que la biodiversité apparaît dans le top 3 des enjeux les plus Cette importants année. pour l'économie Mmh. à 10 ans. En fait, d'ici 10 ans, ce sera l'enjeu principal. L'effondrement de la biodiversité, il est Mmh. classé troisième et les deux premiers concernent vraiment aussi les Mmh. écosystèmes. Donc c'est vraiment lié. Et le fait que le Forum économique mondial envoie ce genre de signal, c'est très important pour faire bouger toutes les entreprises qui ne sont pas concernées par la réglementation et donc vraiment appuyer sur ces aspects de démarche volontaire. Les éléments dont on a parlé là, c'est essentiellement de la réglementation au niveau de l'Union européenne qui est assez proactive sur le sujet, mais les entreprises qui agissent dans d'autres pays ou même des entreprises européennes qui n'agissent que de pays à pays hors UE, eh bien, elles ne sont pas concernées et donc là, le volontaire prend vraiment toute son Mmh. importance et on le retrouve sur les différents aspects, que ce soit le reporting et la publication d'informations. Il y a un groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives à la biodiversité. Encore une fois, un acronyme anglais, la TNFD, mais elle fait Mmh. essentiellement ce que fait le règlement européen sur le rapportage, mais s'appliquant à tous ceux qui le souhaitent. Et puis aussi sur changer les processus internes finalement. Là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de réglementation là-dessus. J'ai mentionné le règlement sur la déforestation importée, mais il y a énormément d'autres enjeux qui sont couverts. Et donc là, le fait que des entreprises se fixent des cibles internes de comment elles vont résoudre leurs enjeux sur la biodiversité, c'est quelque Mmh. chose qui est aussi entièrement volontaire à ce stade. La situation est sans doute très différente d'une entreprise à l'autre et même d'un secteur à l'autre. Donc j'imagine que ce serait compliqué de faire des recommandations globales. Oui, les différentes initiatives, que ce soit du réglementaire ou du volontaire, en général, elles sensibilisent, elles donnent une méthode commune, par exemple sur cette évaluation des risques. Mais finalement, ce qui va se passer concrètement dans l'entreprise, ça doit être adapté parce que là, on parle des entreprises comme un seul objet, mais en fait, c'est très hétérogène Mmh. en termes de secteur, de modèle d'affaires, en termes de taille aussi. Une PME va pas pouvoir changer de la même manière qu'un grand groupe
ou un grand groupe ne va pas pouvoir changer de la même manière qu'une PME. Ils ont tous des enjeux qui leur sont propres. Les travaux, aujourd'hui, ils s'organisent plutôt par filière parce que c'est quand même vraiment là où les entreprises peuvent parler entre elles, se montrer la voie aussi. Et il y a des travaux en France à ce sujet qui sont animés notamment par le ministère de l'Environnement. Ça s'appelle le Reclore des entreprises et biodiversité, du nom de l'hôtel particulier du ministre de l'Environnement. Donc toute cette galaxie de mesures s'organise vraiment par filière. Et donc les entreprises engagées, finalement, travaillent avec des scientifiques, des ONG, des acteurs publics pour chercher plus d'efficacité. Oui, chercher plus d'efficacité et puis aussi s'assurer une certaine crédibilité, on va dire, puisque c'est un garant d'indépendance et de respect des normes, des engagements internationaux, volontaires, etc. Donc, il y en a qui le font en unilatéral. Par exemple, Nestlé travaille avec la Rainforest Alliance pour s'assurer qu'il y a du cacao durable. Donc, la Rainforest Alliance, c'est une ONG qui est très centrée sur les forêts tropicales. Mais beaucoup de ces entreprises, même si elles commencent de manière unilatérale, ensuite se mettent dans des réseaux, des initiatives qui vont être actifs à l'international, par exemple auprès de la Convention sur la diversité biologique, ou au niveau national pour structurer des secteurs. Par exemple, en France, on a Act for Nature ou Entreprises engagées pour la nature, qui sont des initiatives respectivement portées par un réseau d'entreprises et l'autre par l'Office français de la biodiversité. Donc, il y a le public et le privé, chacun s'en saisit. Et ces réseaux, finalement, permettent aussi, j'imagine, l'échange d'expériences et le partage d'expériences. Est-ce que ça va assez vite, Agnès Alossery? J'évoquais le risque de la 6e extinction de masse. On sait que c'est une course contre la montre. Oui, la question du timing est toujours très prégnante. Alors, changer un business model, ça prend du temps et les dialogues qu'on a avec différentes entreprises nous le révèlent. Donc, on est toujours tenté de dire qu'il faut aller plus vite, mais il faut se dire que pour certaines entreprises, les championnes dont on parlait tout à l'heure, elles sont en réflexion depuis 10 ans. Elles ont amorcé des changements et aujourd'hui, effectivement, on peut considérer qu'elles sont assez ambitieuses. En revanche, pour énormément d'entreprises, elles se réveillent un petit peu avec cette réglementation européenne sur le reporting qui est sortie, avec l'attention toujours croissante qui est portée sur les initiatives volontaires. Et beaucoup sont en train de caler leur analyse des risques et des dépendances et des impacts, même si cela c'est souvent un petit peu plus connu. Donc c'est normal aussi qu'elles vont avoir besoin d'un temps de réflexion et rien que faire cette analyse, c'est déjà participer au changement en interne. Quels sont les leviers à activer pour que ça fonctionne mieux? Continuer, je dirais, parce qu'en fait, comme je vous le dis, ce va-et-vient entre le réglementaire et le volontaire, ça marche plutôt bien. Donc continuer d'encourager du côté des politiques publiques à ce qu'il y ait de la réglementation là où on peut en faire et à être toujours plus ambitieux pour que la négociation se fasse, que les entreprises puissent s'adapter. C'est quelque chose qu'il faut continuer à encourager. Les coalitions volontaires, c'est quelque chose qui marche très bien pour le secteur privé parce que chacun peut s'y retrouver en fonction de son secteur, de son ampleur, de sa thématique favorite. Donc, ça va permettre vraiment de créer une émulation au sein des entreprises. Et puis, au niveau des marchés, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Et là, c'est des choses qui sont vraiment émergentes. Les investisseurs, les entreprises financières, elles sont aussi soumises à tous ces éléments dont on vient de parler. Donc, elles, pour leur propre soutenabilité, elles doivent pouvoir démontrer aussi qu'elles s'engagent pour la biodiversité. Et ça va avoir un impact sur tout le monde des entreprises qui dépend de leur financement. Et puis, les consommateurs, c'est aussi un levier important pour les entreprises pour s'assurer que les produits issus de leur démarche plus vertueuse seront achetés. Et donc là, ça peut passer par diverses choses qui sont de la sensibilisation au soutien même économique pour que les consommateurs puissent aller sur des nouveaux marchés. Et les consommateurs ont du pouvoir, ils l'oublient parfois. Pour conclure, si je vous écoute bien, il y a en ce moment une vraie dynamique dans les entreprises sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Et ça a été flagrant à la COP15, la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique qui a eu lieu en 2022, où les entreprises ont demandé que la COP envoie des messages clairs vers le secteur privé qui traite de tout ce qu'on a dit là aujourd'hui sur le reporting, les engagements volontaires, etc. Et donc, maintenant, l'enjeu avec tout ce foisonnement d'initiatives, c'est de savoir si vraiment on arrive à transformer l'essai et à améliorer l'état de la biodiversité. À mesurer ce que font chacun, ce que fait chacun. C'est tout l'enjeu pour la COP16 de la Convention sur la diversité biologique qui aura lieu à l'automne 2024. Et de savoir, finalement, déjà, ce sera un enjeu de savoir ce que tous les États ont fait, mais alors savoir ce que les entreprises ont fait au sein de chaque État, ce sera encore un autre niveau de complexité, mais il faudra que les délégués puissent aussi un petit peu réfléchir à cette dimension. Un chantier de cette COP de la biodiversité qui aura lieu en octobre prochain. Merci beaucoup de vos explications, Agnès Alossery. À bientôt. À bientôt.
C'est la fin de ce coup de projecteur sur la manière dont les entreprises se saisissent de l'enjeu crucial de la préservation de la biodiversité. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site de l'IDRI, I2DRI, ou sur les plateformes en cherchant Cap sur la transition. Toutes les actualités de l'IDRI sont par ailleurs sur les comptes LinkedIn ou Twitter de l'Institut. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.